Ainsi que je vous le disais lors de ma présentation de la journée, je vais me pencher sur un événement très particulier, celui des fouilles de 1887, les fameuses fouilles de Osman Hamdi Bey, qui résultèrent dans la découverte de la nécropole de Sidon, cette fameuse nécropole qui fournira au musée impérial de Constantinople une vingtaine, un peu moins d'une vingtaine, de sarcophages. Et parmi ceux-ci, des sarcophages qui ont été cités plus tôt, notamment celui de Tabnit et celui dit d'Alexandre. L'avantage, l'inconvénient d'être un historien qui travaille sur l'archéologie quand on n'a pas de connaissances archéologiques, c'est qu'on ne sait pas exactement si ce que l'on dit a de l'importance ou même du sens. Il m'est arrivé, et je le fais de plus en plus, de revisiter les origines, les provenances de certains objets qui se trouvent au musée de Constantinople. J'ai pu prouver, par exemple, qu'un sarcophage qui était censé provenir de Thessalonique provenait en fait d'Ashkelon. Seulement, je m'arrête là, puisque je ne sais pas si, dans un contexte romain du IIe siècle, il est vraiment important qu'un sarcophage est provenu d'Ashkelon et non de Thessalonique. Donc, ne nous leurrons pas, je ne vais pas parler d'archéologie, mais je vais parler d'un contexte archéologique qui a contribué à façonner la réputation, le caractère, la réputation surtout d'Osman Hamdi Bey et le musée impérial, puisque le musée impérial, on le sait, a été plus ou moins fondé en 1846 comme une sorte de dépôt d'antiquités et n'a vraiment vu son développement que dans les années 1870, sous la férule de Philippe Anton Détier, qui était en plus à moitié fou, du moins vers la fin de sa carrière. Donc ce n'est vraiment qu'avec Osman Hamdi que le musée prendra de l'ampleur. Mais 1887, c'est-à-dire la découverte de la nécropole de Sidon, est un tournant qui va permettre à Osman Hamdi de gagner la reconnaissance de ses pairs en PAIR en Occident, au musée de commencer à figurer parmi les institutions légitimes de la connaissance et des collections d'antiquités, et d'un certain point de vue à l'Empire, ce que je dis avec un petit clin d'œil sarcastique, à faire partie de ce qu'on appelait les grandes puissances civilisées de l'époque. Cette photo, vous la connaissez, Pierre Briand l'a évoquée. Je l'avais mise en couverture d'un bouquin sur Osman Hamdi Bey et sa campagne de Nemrutda. On le voit confortablement installé sur une des têtes monumentales du mausolée d'Antiochos. Pierre Briand l'a qualifié de nonchalant. Je dirais qu'en plus de la nonchalance, il y a une certaine arrogance. Il y a un esprit de conquête, puisqu'on sait qu'en 1883, le site était déjà connu et avait déjà été visité, étudié même par les Allemands, notamment par Otto Purstein, et Osman Hamdi a tout simplement essayé de damer le pion aux Allemands en y allant avant eux lors de la campagne de 1883. Et c'est par conséquent un peu dans la tradition du planter du drapeau, très typique du colonialisme et des conquêtes de l'expansion du XIXe siècle, qu'il a fini par devancer les Allemands et il a publié immédiatement. Et quiconque connaît l'archéologie sait que publier dans la foulée, dans l'année même, c'est du jamais vu. Et il l'a fait uniquement pour justement pour défier cette présence allemande, donc occidentale, dans l'archéologie ottomane, pour conquérir ce site, au nom du musée et au sien, bien sûr. Et c'est pourquoi cette nonchalance n'est pas n'importe quelle nonchalance, à mon avis, j'y vois beaucoup d'arrogance. Et bien sûr, un autre
héros de cette histoire, Ernest Renan, ici dans ses locaux au Collège de France, apparemment, les choses ont changé depuis, mais voici le père un peu fondateur des études phéniciennes, et quelqu'un qui reviendra dans la manière dont Osman Hamdi va essayer de se façonner, de se créer une image à travers la conquête de 1887. Rappelons que 1883, c'est la première tentative d'Osman Hamdi de marquer son terrain en conquérant, donc en soufflant aux Allemands le site de Nemrutda. L'année suivante, en 84, s'inspirant à droite de la loi grecque des Antiquités de 1834, il produit son règlement des Antiquités, celui qui va supplanter des versions de 69 et 74 qui ont déjà été évoquées, avec des mesures draconiennes, comme le dira Salomon Reynac, même en 1910, à la mort d'Osman Hamdi dans sa nécrologie, qui interdisent toutes sortes d'exportations de trouvailles excavées dans le territoire ottoman. C'est là que commence mon histoire, puisque nous avons immédiatement après la promulgation de ce règlement une réaction de Renan, qui se trouve aux archives du ministère des Affaires étrangères, qui a de nouveau changé de nom, donc c'est maintenant l'Europe et et c'est un passage, c'est un rapport qu'il fait au ministère sur cette nouvelle tentative des Ottomans de s'approprier l'archéologie. Voici ce qu'il dit: ce règlement, triste témoignage des idées enfantines que l'on se fait dans le gouvernement turc sur les choses scientifiques, marquera une date néfaste dans l'histoire de la recherche des antiquités. Monsieur le marquis de Noailles, ambassadeur à Constantinople, a raison de signaler le nouvel Iradais, donc ce décret, comme un événement des plus malheureux pour toutes les sciences qui tiennent à l'histoire et à l'archéologie. Alors, derrière ce règlement, derrière ce malheur, se tient Osman Hamdi. Et on voit bien le contexte un peu arrogant, bien sûr, colonialiste. Qu'est-ce que ces singes viennent faire dans une discipline qui nous appartient? Sidon, Saïd, au XVIIIe siècle, est une petite ville, nous l'avons déjà présentée. Voici une photo de la fin du XIXe siècle qui donne bien une impression de cette bourgade sur le littoral levantin, le littoral libanais. Et c'est là qu'en 1887, en mars 1887, un certain Mehmet Sherif Efendi, propriétaire terrien, découvrira d'un heureux coup de pioche la nécropole en question. Et voici le premier document que j'ai pu trouver dans les archives ottomanes, faisant état de cette découverte, parlant d'un cercueil fabriqué de marbre très pur dont le bout du couvercle est décoré d'une couronne et les quatre côtés de sculptures mesurant 50 cm et représentant de fort belles filles se tenant debout tristement. C'est un télégramme du Kaymakam, du gouverneur, du sous-préfet de Saïda, à la Sublime Porte. On aura compris qu'il s'agit du sarcophage des pleureuses. Ces tristes belles filles qui ont marqué ce gratte-papier de la province de Saïda. Et c'est le début de l'intérêt que porteront les Ottomans à cette découverte. Immédiatement, ils font ce qu'ils font toujours en cas de découverte de quelque chose de quelque importance. Ils appellent l'ingénieur du vilayet, l'ingénieur de la province, l'ingénieur en chef quand il y en a un. Et dans ce cas, c'est Béchara Deb, qui est un local bien connu. Et l'ingénieur en chef Béchara, c'est encore un télégramme du même Kaymakam, l'ingénieur en chef Béchara Effendi, ayant été appelé à déclarer que les sarcophages antiques découverts consistaient chacun de 2 éléments, avec le couvercle et que le plus lourd, mesurant 3,20 m, atteignait un poids net de 14 tonnes. Ce qui intéresse les Ottomans immédiatement, ça n'est pas le contexte historique ou culturel, c'est le poids.
C'est-à-dire, comment va-t-on les transférer à Istanbul, puisque la décision est pratiquement prise. Et c'est ainsi que commence l'aventure d'Osman Hamdi Bey. Et c'est ce qu'il dit dans la publication de 1892, je cite, et c'était la suite du rapport de Béchara Effendi, que Sa Majesté impériale le Sultan, Abdulhamid II, dont la sollicitude pour son musée est si grande, m'a confié la mission d'aller à Saïda pour procéder à l'extraction des précieux monuments qu'on venait d'y découvrir, les faire transporter sur un bâtiment de l'État à Constantinople et exécuter, s'il y avait lieu, d'autres fouilles au même endroit. Alors, pendant ce temps, il y a bien sûr une correspondance qui s'échange entre Beyrouth et Paris, puisque Paris, depuis un moment, est intéressé par le Liban, par les découvertes à Sidon et en Phénicie. Et voici ce qu'écrit de Petiteville, le consul général de France à Beyrouth, au ministère des Affaires étrangères, immédiatement après la découverte. L'ingénieur du vilayet Becharadeb, donc celui dont j'ai parlé, se rend compte en effet de l'insuffisance des Turcs en matière archéologique. Et si on le poussait un peu, on trouverait chez lui l'expression d'un regret de voir les trésors de l'art antique tomber entre des mains infidèles. Les infidèles, c'est bien sûr les Ottomans, les musulmans. Donc on sent bien qu'il y a déjà une rivalité, mais les Français n'oseront pas, une fois que la démarche bureaucratique ottomane est enclenchée, ils n'oseront pas intervenir et au contraire, ils vont tout de suite envoyer un télégramme de félicitations à Osman Hamdi Bey pour cette découverte, saluant cette contribution à la science. Osman Hamdi, une fois arrivé à Saïda, au début du mois d'avril, vers la mi-avril, écrit immédiatement, il envoie une dépêche à Constantinople, et cette dépêche est intéressante parce qu'on y voit déjà se dessiner son projet. Et pour moi, ce qui rend Osman Hamdi intéressant, ce n'est pas qu'il est archéologue, il ne l'est pas, ce n'est pas qu'il est muséologue, il ne l'est pas non plus, c'est un homme de culture, un peu un touche-à-tout, mais quelqu'un qui a énormément de vision et qui est capable de faire au mieux avec les moyens du bord pour essayer de faire mousser l'entreprise qu'il gère, donc le musée. Arrivé à Saïda, dit-il, et il écrit donc à l'attention du ministère de l'Instruction publique à Istanbul, j'ai tout de suite bien examiné les découvertes selon l'opinion et les observations de votre serviteur. Ces objets sont d'une rareté et d'une beauté sans égale dans les musées d'Europe. Toujours cette obsession, c'est une obsession politique de l'élite ottomane. Il faut faire comme l'Europe, il faut rivaliser avec l'Europe. Et je constate avec joie qu'un seul de ces objets suffirait à placer le musée qui le détiendrait parmi les plus riches au monde. Donc on voit bien qu'il est en train d'investir sur cette découverte pour en retirer le soutien politique, administratif, financier dont il aura besoin pour monter son affaire, c'est-à-dire pour transformer un musée qui, encore à cette époque-là, n'est qu'une sorte de ramassis d'antiquités, en un véritable musée. Voici le plan de Saïda, la carte de la région de Saïda dressée pour la mission de Félicie de 1864 pour la publication de Renan. Le plan de Sidon et de ses environs, c'est là que si l'on se penche sur le détail de... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben oui. Si l'on se penche sur le détail de cet objet que je n'arrive... Ah voilà, voilà, Aya, c'est là que la découverte a lieu. Et vous voyez là, c'était déjà indiqué, mais pas assez clairement sur le plan qui accompagne la publication de 1892. Voici le trajet de cette voie en bois qu'il va bâtir pour rejoindre un ponton qui sera fabriqué ici sur la côte afin de rejoindre l'Assir, le navire que l'État ottoman lui a envoyé pour récupérer les objets. Ils seront donc transférés par radeau jusqu'au navire. Voici sur cette photo que je vous ai déjà montrée, si l'on veut retracer ce trajet, voilà, Aya se trouve en haut à droite, et voici le trajet qu'emprunte
emprunteront les sarcophages pour cette fin. Alors, ces photos, on les connaît bien. Voici un exemple parmi tant d'autres de l'extraction des sarcophages. Celle-ci, nous l'avons déjà vue avec Pierre Briand. Ce qui est amusant, c'est de voir que la terminologie ottomane reprend le français, puisque là, il s'agit d'un tunnel, en turc tunnel, et ici une tranchée, en turc tranchée. Donc voilà, c'est un projet d'ingénierie qui avait déjà été pensé par Béchar-Adeb. Dès le début, Béchar-Adeb informe Constantinople des conditions locales et de ce qu'il faut faire pour transférer ces objets jusqu'au littoral. Voici le fameux sarcophage des pleureuses en attente d'être livré. Voici le ponton et le radeau qui serviront au transfert final à bord de l'Assir qui est en rade de Seyde. Alors, revenons donc à nos deux figures de proue, Hamdi et Renan. Hamdi, dans sa publication de 1892, dira « Pour me guider dans cette description, comme pour les travaux eux-mêmes, j'ai eu d'ailleurs un guide excellent. Je veux parler de M. Ernest Renan, qui nous a précédés dans ces contrées et y a exécuté des fouilles. Nous avons puisé dans son ouvrage des renseignements et des conseils précieux dont on trouvera la trace à chaque page d'une autre. » C'est vrai, d'ailleurs, Osman Hamdi est très honnête, puisqu'il dit « Ma contribution à ce volume, c'est de décrire l'événement. C'est Théodore Reynac qui aura la responsabilité scientifique de cet ouvrage. » Et en fait, il est en train de reproduire ce qu'il avait déjà fait en 1883 lors de son ascension du mont Nemrud, puisque j'ai retrouvé le carnet d'Osman Hamdi Bey et de Özkan Efendi, et dedans, il y avait une traduction manuscrite en français du rapport que Purstein, l'année précédente, avait publié pour l'Académie de Prusse, et par conséquent, il n'a fait en fait que répéter ce que Purstein avait déjà trouvé. C'est comme cela qu'il fonctionne, en quelque sorte. Il est là pour faire avancer la machine. Ce n'est pas un archéologue à proprement dire. Ce qui est amusant, c'est de voir que Renan, que l'on voit ici un peu plus âgé, je ne dirais pas qu'il fait amende honorable, mais on connaît, ça a été cité, le télégramme qu'il envoie à Osman Hamdi Bey en réponse à la demande qui lui avait été faite de traduire l'inscription trouvée sur le sarcophage de Tabnit. Alors c'est amusant de voir qu'en 84, celui qui traitait les Ottomans d'enfantins, d'enfants, tout d'un coup se retrouve dans une situation où il doit reconnaître, merci et félicitations, le travail accompli par un collègue, celui qui a signé ce fameux règlement de 1884. Osman Hamdi, lorsqu'il parle de Renan, bien sûr, n'est pas conscient, je ne pense pas qu'il ait fouillé dans les archives du ministère des Affaires étrangères comme moi pour retrouver le rapport que Renan avait fait en 1884, mais pour Osman Hamdi, être reconnu comme un père, comme quelqu'un, un égal par quelqu'un du gabarit d'Ernest Renan, c'est excessivement important. Et c'est pourquoi j'ai trouvé un document exceptionnel parce que c'est rare de pouvoir tomber sur de telles perles. J'ai trouvé l'exemplaire d'Osman Hamdi de la vie de Jésus par Renan. Et cet exemplaire, donc c'est exemplaire classique de l'édition de Michel Lévy Frères 1863, page 213, il y a une petite inscription en marge, au crayon. Voici le détail, mais je ne vais pas vous obliger, c'est en français, mais je ne vais pas vous obliger à essayer de la déchiffrer. Voilà. La pierre portant cette inscription se trouve, il a sauté un mot, depuis 87 au musée de Constantinople. C'est moi qui l'ai fait porter. Et il signe Osman Hamdi. Alors, cette pierre, c'est une pierre de Jérusalem, c'est une inscription qui interdit l'accès au temple aux gentils.
Et c'est dans ce contexte-là que, en 1863, Renan en parle dans sa vie de Jésus. Alors, on sent bien que là, il y a un effort pour Osman Hamdi de prouver que, voilà, je fais partie du grand jeu, je fais partie de cette aventure et je parle d'égal à égal par le truchement de ses publications à Renan. Par la suite, dès 1887, ainsi que je vous le disais dans son télégramme écrit au ministère de l'Instruction publique, il était clair qu'Osman Hamdi avait déjà en tête d'exploiter cette découverte pour convaincre ses autorités de tutelle de la nécessité de développer son projet selon des dimensions et une nature occidentale, transformer son musée en un véritable musée. Et sa correspondance avec Karl Humann, l'archéologue allemand, est fascinante et très bien entretenue. Elle est conservée à Berlin, à l'Institut archéologique allemand. Et il y a des passages de sa correspondance, entièrement en français d'ailleurs, à cette époque-là les Allemands parlaient le français, qui étaient extrêmement intéressantes, révélatrices de ses sentiments. Je suis fort occupé, dit-il, donc on est en juillet 87, c'est quelques mois après la découverte, avec l'installation provisoire de tous ces sarcophages et la construction d'une annexe au musée dont j'ai obtenu à peine encore l'irlandais. Cette construction sera en somme une immense halle, très jolie et absolument consacrée aux sarcophages dont le nombre devient grand. Donc il a un plan, il a une vision, il est en train de bâtir, d'échafauder son nouveau musée, son musée. Et c'est là que l'on voit à quel point certains sarcophages, un sarcophage en particulier, acquiert de l'importance dans la construction de ce projet. C'est celui dit d'Alexandre, parce que Tabnit, c'est intéressant, mais avec Tabnit, il y a des limites à ce que vous pouvez dire à un grand public. Alexandre, c'est une image universelle qui marche aussi bien dans l'Empire ottoman qu'en Occident, et par conséquent, Osman Hamdi va plus ou moins consciemment jouer la carte de l'attribution de ce sarcophage à Alexandre. Voici un commentaire paru dans The Times. Alors, le Times, c'est quand même le plus grand journal de l'époque, par un certain Hayter Lewis, qui dit « Une des figures les plus importantes rappelle à Hamdi Bey celle de Darius dans la célèbre mosaïque de Pompéi, et l'ayant moi-même récemment vu, j'en conviens avec lui, et certaines des caractéristiques d'une autre figure principale l'encouragent à l'attribuer à Alexandre. » Donc on voit, il est en train de bâtir aussi une sorte de mythologie, une justification pour l'usage de ce sarcophage comme une pièce, comme une Vénus de Milo, si vous voulez, de son propre musée. Voici l'objet qui est effectivement impressionnant et nous en avons déjà eu un aperçu avec Pierre Briand. Et c'est intéressant de voir que Osman Hamdi, encore une fois, à travers sa correspondance avec Karl Humann, dévoile un peu ses stratégies, ses tactiques concernant cet objet. Voici une lettre qu'il écrit à Karl Humann. Je n'ai malheureusement pas trouvé la lettre de Conze qui lui aurait été adressée, mais voilà ce qu'il dit, et on comprend bien le contexte. J'ai déjà écrit à M. Conze, le grand archéologue allemand qui est à la tête de l'Institut à Berlin, à propos du sarcophage de Saïda qu'on attribue à Alexandre. Il souligne « L'idée n'est pas de moi. Cette idée, je ne l'ai pas encore partagée et je ne dirai rien jusqu'à ce que les savants se prononcent pour ou contre. Je ne suis ni pour ni contre. Ce que je sais est que j'ai mis la main sur une merveille du siècle d'Alexandre et cela me suffit. » C'est un nommé Carabella qui, le premier, a eu cette idée et avec le docteur Mortmann et un journaliste Voutira, il a fait tant de tapage que tous les jours, on vient chez moi pour les photographies. Ce sont eux qui ont écrit dans les journaux. Alors on voit bien qu'il se défend d'avoir trop fait mousser l'identité alexandrine du sarcophage, mais on voit bien que là, il se défend en fait d'un crime qu'il a commis, puisque Carabella, quelques jours après la lettre à Karl Humann, déclare encore une fois dans le Times, donc avec une certaine diffusion, face à cette tombe, je ne peux me dire que ce qui suit.
Ceci est la tombe d'Alexandre le Grand, de même que Galilée répétait « et pour si muove ». Alors bon, c'est un contexte assez amusant, et malgré les déclarations des historiens, je dois noter que tous ceux qui examinent et étudient ce sarcophage adoptent mes vues. Donc Carabella est là pour tirer en quelque sorte le sarcophage dans la direction d'une attribution alexandrine. Pareil, Charles Waldstein, qui est aussi un des grands noms de l'archéologie et des collections à cette époque-là, écrit en 89 « J'ose croire qu'à l'exception des marbres d'Elgin et de l'Hermès de Praxitèle, aucune œuvre de l'art grec ancien n'a été trouvée d'intérêt et de valeur artistique supérieure. Hamdi Bey ne prétend pas qu'il s'agisse vraiment de la tombe d'Alexandre, mais je pense qu'il a le droit d'en évoquer la possibilité. Ma connaissance des œuvres se limite aux photographies que Hamdi Bey a bien voulu me montrer. » On voit bien la technique de Hamdi. Il ne montre pas encore son objet, il en distribue des photos, il fait jaser, il fait mousser, il évoque la possibilité de l'attribution alexandrine. Bref, il est en train de promouvoir cet objet pour en faire une pièce maîtresse du nouveau musée qu'il va installer. Et c'est ce qu'on voit, encore une fois, dans la correspondance avec Wuman, quand il parle de l'installation du nouveau musée. Tous les sarcophages ont pris leur place avec leur couvercle dessus, sans accident aucun. Le grand m'a donné du fil à retordre. La visite que Sa Majesté l'Empereur a daigné faire au musée, c'est l'empereur d'Allemagne, c'est Wilhelm, Guillaume, n'a eu aucun effet, contrairement à ce que vous espériez, parce qu'en plus, il voudrait, bien sûr, le soutien des têtes couronnées qui viennent à Istanbul. Il n'y en a pas beaucoup. Le sultan lui-même, malgré tous ces commentaires élogieux d'Osman Hamdi, se contrefiche du musée. Il ne l'a jamais visité. Mais pour lui, la conviction d'avoir quelque chose qui puisse rivaliser avec l'Occident est suffisant pour justifier les dépenses nécessaires pour la transformation de ce musée. Et voilà le nouveau musée. Le nouveau musée, qui est le premier bloc qui va naître en 1891, juste en face du Palais des Faïences, du kiosque des Faïences. Et vous le voyez, d'ailleurs, le plan, ce musée, c'est un musée des sarcophages. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et vous voyez les emplacements, c'est quand même assez typique. Quand vous voyez des petits rectangles et des formes oblongues comme ça qui occupent tout le parterre du musée, il est clair qu'il n'y a pratiquement que des sarcophages. C'est ça qui justifie la construction du nouveau musée. C'est un nouveau projet qui est fondé sur les découvertes de Sidon. Et même lorsque, voici la partie, voici le palais des... le kiosque des Faïences, celui qui contenait les collections jusque-là. Voici la première partie qui a été bâtie avec les sarcophages ici. Tout le musée en fer à cheval qui va encercler de manière assez scandaleuse, quand on y pense, ce petit bijou du XVe siècle, l'écraser pour contenir les collections gréco-romaines, mésopotamiennes, etc. Tout ce musée verra le jour grâce à cette amorce de 1891 qui elle-même est fondée sur la présence de ces sarcophages. Voilà pour vous donner une idée et il a été évoqué par Pierre Briand, le fait qu'il reprend l'architecture du sarcophage des Pleureuses. C'est un bâtiment néoclassique bâti par l'architecte Alexandre Vallori qui dénature un peu le rapport avec un environnement du XVe siècle, etc. Mais c'est la modernité elle-même, c'est le désir de rivaliser avec les musées d'Occident, le Louvre, le British Museum et les musées de Berlin. Il n'est jusqu'au catalogue, ça devient en quelque sorte une forme iconique de représentation de l'identité du musée, puisque l'un des sarcophages, celui dit de Lycien,
deviendra en quelque sorte le symbole de ce musée, et on le verra reproduit sur les versions turques et françaises du catalogue de Joubin, qui est d'ailleurs un catalogue de la collection de base, c'est-à-dire les monuments funéraires. En turc, Luhud Atika, musée C. Donc c'est vraiment 87, Sidon, qui est derrière la fondation, la reconnaissance du musée, et c'est aussi, et ça aussi ça a été évoqué, c'est ce qui décide Osman Hamdi à devenir de plus en plus explicitement engagé dans une formulation de sa politique de la protection, de la conservation du patrimoine national. Voici encore une fois une lettre que je trouve très intéressante, écrite à Karl Humann en 87, donc juste après la découverte. Que dit-il ? Je suis heureux de voir que mon gouvernement commence à prendre goût aux antiquités. Il vaut mieux tard que jamais. Et puis, ce qui me console, c'est que j'ai la conviction que malgré toutes les merveilles et tous les trésors archéologiques que vous nous avez si bien enlevés tous, tant que vous êtes anglais, français et allemands, à qui mieux, c'est en français, hein, il y a encore sous la terre de ma patrie de quoi enrichir son musée. Donc, immédiatement dans la foulée de cette découverte. Et tant que je vivrai, j'empêcherai cette exploitation autant que je pourrai. Et ceux qui me disent que la science en souffrirait se trompent, car je n'empêcherai jamais les fouilles entreprises dans l'intérêt de la science. Il suffit que les objets trouvés soient réunis sur un point accessible aux savants européens. L'intérêt de la science est immédiatement satisfait et franchement, Constantinople l'est autant que Londres, Berlin ou Paris. Si donc les entrepreneurs de fouilles ont seuls l'intérêt de la science en vue, qu'ils fouillent partout où ils voudront, mais qu'ils nous laissent les objets. C'est vraiment un énoncé très clair de sa politique. Il veut faire partie de la communauté scientifique occidentale et placer son musée au même rang que les autres musées, les autres institutions de même type en Occident. Et son argument est assez fort. Si vous arrivez à faire des recherches à Londres ou à Berlin, pourquoi ne pas les faire à Constantinople même, où je vous offre les conditions des conditions qui sont tout à fait similaires. Et c'est ce qu'il reprend un peu dans l'introduction de la publication de 92. Ce serait une erreur de croire que cette œuvre de dévastation est due, comme on se plaît à le répéter, au fanatisme des habitants, et il continue pour expliquer que, en gros, ce qui pose problème, ça n'est pas le fanatisme des habitants, mais c'est la vénalité qui est encouragée par les Occidentaux, touristes et archéologues, et il ajoute, il serait superflu de citer ici des noms, car il n'y a pas un touriste, un archéologue, parmi tous ceux qui visitent la Syrie depuis plus de 25 ans, qui ne les connaissent, et je crois qu'on les connaît, nous aussi, maintenant. Donc, 92, c'est le couronnement, si vous voulez, de cette œuvre, avec la publication de ce magnifique ouvrage, planches et textes. Nous en avons vu bien des planches, avec quelque chose d'inédit dans un contexte ottoman, c'est cette étude anthropologique et craniométrique d'Ernest Chantre, des restes de Tabnit, et puis ces magnifiques planches. Pour conclure, alors là, les détails des frises, etc. Bon, pour conclure, accession au rang des puissances civilisées de l'Empire, je ne suis pas sûr, mais d'Osman Hamdi Bey, oui. De son musée aussi. C'est une campagne réussie. Ça permet en fait à Osman Hamdi Bey de complètement rénover son musée et de le placer sur la carte, si vous voulez, de l'archéologie et de la muséologie en Europe, mais au prix de, en gros, délaisser la dimension locale. Je pense que je conclurai là-dessus. La faiblesse, la force et la faiblesse de l'archéologie et de la campagne de Osman Hamdi Bey, c'est qu'elle est entièrement tournée vers l'Occident et que son seul objectif est de satisfaire aux demandes de la science et de la muséographie telle qu'elle se faisait en Occident, et qu'elle ne se soucie guère de ses retombées, de son impact à l'échelle nationale ou du moins locale. Et que par conséquent, ceci est quelque chose qui va hanter l'archéologie et la muséologie turque jusqu'aujourd'hui, de fait qu'elle est un peu coupée
de ses racines, coupée de la population, coupée du système éducatif, et que par conséquent, elle plane avec des références qui sont en général occidentales, celles justement de ce terme de civilisé que l'on aime tellement utiliser dans tous les projets de modernisation de l'Empire ottoman et de la République de Turquie. Je vous remercie.